Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quoi s'attendre pour Bitcoin cet été. On va se baser sur évidemment ce que nous disent les données on-chain, historiques et bien sûr celles que l'on peut un peu prévoir, anticiper, puisque finalement chaque été on a un peu la même doctrine, on a cette pensée commune de nous dire que l'été, généralement le marché est plutôt mort, Bitcoin s'endort, même les actifs boursiers traditionnels s'endorment. Pourquoi? Parce que on a un peu en tête cette image du, écoutez, les investisseurs, que ce soit des grosses baleines ou des petits comme nous, ne cherchent pas forcément à investir quand ils sont sur leur yacht en été. Donc tout va revenir potentiellement en septembre, mais pour autant, est-ce que 2025 ne serait pas celui qu'il ne faudrait pas rater? Car cette année, forcément, entre un contexte quand même géopolitique assez unique, économique aussi, on a des signaux on-chain qui sont plutôt solides, et surtout cette cyclicité historique qui se fait dans les années post-halving, les années post-élection US, donc comme 2021 et 2017. En tout cas, il y a pas mal de choses qui peuvent pointer sur un des scénarios probables qui peut-être avoir un été assez intéressant pour nous et même très positif. Donc, dans cette vidéo, on va la structurer en analyse de trois blocs. Déjà, où on en est côté macro, géopolitique et économique, même si bien sûr je suis très loin d'être un expert de ces domaines-là, mais c'est quand même intéressant de voir ce que en cas Bitcoin et le marché fait un peu de tout ça. Et on va regarder aussi qu'est-ce que l'histoire des cycles de Bitcoin nous dit dans tout ça. Est-ce que justement c'est une pensée commune qui est là parce que c'est véridique, ou est-ce qu'on a quand même des exceptions qui pourraient nous faire espérer un été un peu mieux que forcément un été un peu mou, et globalement que vont révéler les données on-chain aujourd'hui, en tout cas parce que c'est quand même mon domaine d'expertise là-dessus. Donc on va voir pour l'instant. On va pas se contenter d'un copier-coller de 2021 ou de 2017, on va creuser tout ce qui est signaux, nuances des précédents cycles, et surtout le but c'est quand même de vous aider à comprendre aussi ce qui pourrait rendre cet été un peu plus unique en son genre pour nous y préparer un peu plus intelligemment. Vous le savez, le but de mes vidéos n'est pas du tout de vous donner de l'opium comme on dit dans le milieu crypto, mais plutôt de rester factuel ici en se basant sur des données donc immuables qui ne peuvent pas être modifiées ni trafiquées, donc les données on-chain et de tout un peu ce qui nous entoure au niveau macro-politique, ce qui peut être plutôt intéressant. Donc c'est parti. Alors j'ai pris des articles ici puisque pour un peu représenter aussi ce dont on va parler, on est dans une ambiance étrange mais pas forcément non plus catastrophique, puisque forcément il y a eu beaucoup de bruit autour d'Iran-Israël ces dernières semaines. On a eu Bitcoin qui est quand même passé sous les 100 000 dollars brièvement, justement à cause de cette nouvelle, surtout après les bombardements de Trump et de l'Iran, mais finalement cette nouvelle, ce bruit autour de cette histoire a quand même largement baissé ces derniers jours, puisque finalement on a vu que c'était des bombardements qui étaient mutuels mais officiels. On pensait que ça allait être un peu un détonateur plutôt baissier, et finalement le marché a plutôt bien réagi à cette nouvelle-là, donc ce qui est plutôt intéressant de voir que pour l'instant sur un prétendu cessez-le-feu, puisque vous le savez avec M. Trump et même l'Iran et même l'Israël, c'est quand même assez tendu, on ne sait jamais sur quel pied danser, c'est vraiment impossible de les croire à chaque fois qu'ils disent quelque chose, donc forcément, mais entre-temps, Bitcoin reprend plus de 10 000 dollars après cette annonce de cessez-le-feu. C'était un peu une sorte de démonstration de force de la part des deux pays, voilà, j'ai tapé chez toi, tu viens taper chez moi, et globalement, c'est pour l'instant quelque chose qui j'ai l'impression que ça leur convient, et pour l'instant on n'en parle plus beaucoup. Pourquoi ça va aussi un peu mieux? Parce que si Trump souffle un peu le froid et le chaud sur les tarifs, on a des deadlines qui sont quand même repoussées, on a des menaces de guerre commerciale qui sont quand même un peu moins intenses, on voit Trump qui lâche un peu du lest, il n'y a vraiment rien de ce qu'on va appeler de disruptif pour le moment, et surtout côté Fed, on a Powell qui quand même ne craque pas malgré les pressions de Monsieur Trump, hein, le traité de tous les noms, ça l'encourage pas forcément à baisser ses taux, donc ça peut être, si vous voulez, quelque chose qui est un peu négatif pour nous, mais finalement on a quand même Powell qui reconnaît plus publiquement en tout cas que globalement la crypto est en train de mûrir, que l'écosystème global est en train de mûrir, et que ce n'est plus seulement une simple bulle spéculative, mais plutôt, et je cite, une innovation prometteuse. Donc c'est assez intéressant. Le but, encore une fois, je ne suis pas du tout expert géopolitique et économique, c'est pas du tout mon travail, mais il y a forcément des éléments qui, si vous voulez, peuvent nous aider aussi à comprendre ce qui va se passer dans ce mois de juillet, juillet-août plutôt, puisque même si ce n'est pas la fête niveau macro, finalement, c'est pas non plus, et ce n'est plus un contexte d'effondrement, et je suis sûr qu'il y a plein d'éléments que je ne maîtrise pas du tout, qui peuvent peut-être, à l'inverse, nous parler de récession, de problèmes sur les crédits des ménages, etc. Mais peu importe, ici, on se base vraiment sur les news les plus, celles qui font un peu le plus de bruit, parce que mine de rien, ce marché, globalement, réagit plus à ça, et les investisseurs l'ont compris, donc résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec un Bitcoin qui tient autour, à l'heure où je tourne cette vidéo, attention, c'est important, donc samedi 28 juin en fin d'après-midi, il tient autour des 107 000 dollars, donc soit à seulement 5 000 dollars de son précédent ATH. C'est pas mal, j'ai envie de vous dire, pour un actif risqué qui agit, en tout cas qui tient dans un monde très risqué.
Et c'est là où maintenant on va pouvoir parler un peu de la cyclicité sur BTC, c'est aussi ce qui nous intéresse. Et vous allez voir que l'histoire rime très souvent, ne se répète pas forcément tout le temps, mais le timing est, j'ai envie de vous dire, limite presque trop parfait. La mélodie est quand même assez familière, si on peut dire, puisque quand on regarde les performances de cycles précédentes, ici on va se baser sur un graphique de Blockunity, donc avec qui je travaille, qui est plutôt pertinent dans le sens où vous voyez les différents cycles. Vous avez le cycle 1 de 2013-2015, cycle 2 2016-2017, 2018, parce que ça va jusqu'au bout, cycle 3 donc 2020-2022 à peu près, et cycle 4, le cycle actuel. Donc nous voyons. Donc si évidemment on a quand même pas mal de temps suivi sur de nombreux jours les performances des cycles précédents, on voit que forcément avec un marché qui commence, et ça on l'a vu dans la vidéo précédente, à un peu s'institutionnaliser, je vais vous montrer un graphique tout à l'heure, une analyse de Glassnode qui est très pertinente sur le sujet, qui nous permettra un peu de comprendre justement pourquoi on s'institutionnalise et pourquoi on a peut-être moins d'explosions explosives. Mais pour autant, en fait, on suit quand même toujours un peu le même schéma. On n'est pas décorrélé à 100% des cycles précédents. Alors, je ne dis pas que ce cycle fera exactement la même performance qu'auparavant, ou le même schéma, encore une fois, clé. Attention, un petit disclaimer. On essaie vraiment de comprendre ce qui peut se passer cet été. Et je dis que c'est plutôt intéressant, puisque, comme vous le voyez, 2017 ici en bleu, 2021 ici en jaune, on a un Bitcoin qui, à l'époque, en tout cas, malgré le fait qu'on parle d'un été mort généralement, a quand même plutôt bien performé. Il y a à chaque fois une grosse correction, comme on le voit ici, qui s'opère en 2017, une grosse correction ici qui s'opère en 2021, mais après on est beaucoup plus sur une tendance explosive. Et c'est en fait, si vous voulez, certainement pour ça qu'on parle de Q4, donc le dernier trimestre de chaque année post-halving, qui est explosif, parce qu'en fait on a quand même besoin, entre guillemets, d'un été qui, si vous voulez, commence à enclencher la machine. Il ne faut pas que ce soit non plus un été qui soit complètement à l'ouest, puisqu'on ne peut pas partir en fait de zéro pour exploser à 100. On est quand même obligé d'avoir quelque chose qui va commencer à... Comment on peut expliquer, qui peut voilà, commencer à préparer le terrain pour avoir cette fameuse explosion en Q4. Donc, ce qui est plutôt intéressant de noter, c'est que vraiment, en 2017, on a un été qui est plutôt intéressant avec des bonnes performances de Bitcoin et un top qu'on a dans le dernier trimestre, dans le dernier 6 trimestres de l'année 2017. Et cette fois le bear market 2018, le bear market, pardon. En 2021, c'est pareil, on a un très bon été. Donc bien sûr, mai-juin, c'est moyen, le mai c'était même très moyen, mais juillet, août était très bon, et du coup top en Q4 aussi fin novembre de 2021. Donc là cette année, nous on a eu notre bottom en décembre 2022, ce qui est plutôt intéressant, donc il y a ça 1 an et demi, et j'avais vu une étude comme quoi les cycles haussiers durent en moyenne plus de 1000 jours, plus de 1060 jours pour être précis, mais bon, le but c'est pas encore une fois, on ne veut pas chercher une date exacte à un top 1. Et là, en fait, à votre avis, j'ai envie de vous dire, quelle est la durée du cycle haussier actuel? Pour l'instant, on est sur les 930, 940 jours à peu près, si on prend le bottom du 15 décembre 2022. Donc oui, on est, en fait, si vous voulez, dans une histoire qui rime plutôt bien et dans un timing qui pour l'instant rime plutôt bien, puisqu'il va nous rester globalement environ une centaine de jours, une centaine, 130 jours pour en fait avoir c'est un peu la fenêtre de tir qui nous attend. Potentiellement, encore une fois, on ne va pas se baser uniquement dessus pour prévoir nos investissements. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est plutôt intéressant de voir ça. On le voit typiquement sur cet autre graphique, cette fois de Check on Chain, qui lui montre depuis le précédent ATH, du cycle précédent. Nous ici, nous sommes en noir cette fois. En rose, c'est 2013-2017. En vert, c'est 2017-2021. Et comme vous le voyez, encore une fois, l'été des deux précédents cycle haussier était plutôt explosif. Donc attention, volatilité à la hausse, mais aussi à la baisse avec ces grosses corrections que nous avions eues ici. On verra si ça va donner un peu le même schéma, mais en tout cas, sachez que ça existe. L'été n'est pas forcément pourri sur Bitcoin. C'est quand même quelque chose qu'il faut en tout cas accepter. Et du coup, avant de plonger plus profondément dans les données on-chain, j'ai envie de vous montrer en fait ce graphique qui nous montre le nombre de Bitcoins qui sont détenus en profit. Donc ici, on est quand même sur un très très bon ratio. On est sur les 107 000 $, on est à 97% de tous les BTC acquis qui sont en profit. Dites-vous qu'il y a un autre graphe que je vous présente pas dans cette vidéo, mais dont j'ai parlé sur X, sur Twitter, qui montrait qu'aujourd'hui, si vous aviez acheté du Bitcoin globalement peu importe depuis sa création, à n'importe quel moment de l'histoire, vous étiez à 99,98% de chance, vous aviez 99,98% de chance d'être en profit, dans le sens dans toute l'histoire de Bitcoin depuis sa création, donc plus de 5500 jours. Il faut savoir qu'il n'y a eu que 10 jours pour l'instant qui sont en perte, c'est forcément ceux qui sont proches des bottoms. Donc on est dans une situation où on a beaucoup de monde en profit, ce qui est quand même assez intéressant, mais généralement ce genre de configuration, on les voit proches des dynamiques, des momentum, où on est un peu plus euphorique, proche des sommets locaux, alors qu'aujourd'hui on voit un marché qui ne s'emballe
pas du tout, alors qu'on est encore une fois qu'à quelques pourcentages de notre précédent ATH. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a servi, parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup à la regarder. La volatilité était extrêmement basse, on a vu notre premier mouvement à la baisse, celui qu'on espérait. Et donc, malgré ça, on est toujours encore sur le même schéma, le même range, on ne bouge pas vraiment, on est littéralement dans le calme avant la tempête. Mais attention, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais comme le dit mon mentor australien James Check, qui est un des plus grands analystes on-chain de l'écosystème en fait Bitcoin, généralement, si c'est d'abord un premier mouvement baissier que l'on a, qui est un peu explosif, donc comme celui qu'on a eu lundi, eh bien c'est que la suite sera haussière. Donc ici, j'ai envie de vous dire, bingo, c'est exactement ce que l'on a eu. Donc maintenant, on a peut-être un peu quelques jours à attendre avant que tout se décante. Évidemment, basez-vous sur vos propres réflexions et pas sur ce que je vous dis ici. L'objectif, enfin mon but n'est pas de vous faire acheter, attention, hein, c'est vraiment d'essayer de vous faire voir les différents scénarios qui se portent à nous. Donc, maintenant que l'on a vu le décor macro et la place de 2025 dans l'histoire de Bitcoin, on va rentrer dans le dur et on va voir ce que vont nous dire les données on-chain. Déjà, le petit point qui est intéressant, c'est de voir par rapport à ce qui s'est passé lundi. Bon, il y a forcément des gens qui ont capitulé. On est passé sous les 100 000 $ pour la première fois depuis début mai. Forcément, même psychologiquement, ça fait peur. On passe sous les 100 000, ça touche des investisseurs qui se retrouvent en perte, mais qui forcément vendent aussi à perte. Et on le voit très bien avec nos fameux roulements de tambour, détenteurs à court terme. Tous ceux qui ont vendu, typiquement, donc avec ce graphique, vous le voyez bien, on voit ce qu'on appelle la realized loss, donc les pertes réalisées, celles qu'on a sorties du marché, mais à perte. On voit très bien que ceux qui ont vendu du Bitcoin, regardez, c'est ceux qui sont typiquement, sur cette correction qu'on a eue ici, ceux qui ont accumulé du Bitcoin entre une semaine et un mois, et ceux qui ont acheté du Bitcoin entre un jour et une semaine. Donc typiquement entre un jour et un mois. Donc ça ne m'étonne vraiment pas du tout, puisque forcément, comme je vous le dis très souvent dans les vidéos, ce sont des investisseurs qui subissent le FUD, donc la peur que ça aille plus bas, ou le FOMO, la peur de rater le train. Ici, c'était carrément du FUD. Donc c'est plutôt intéressant, mais comme vous le voyez, c'est pas non plus des pertes qui sont énormes. On le compte en termes de même pas, je crois qu'il y a eu à peine un peu plus de 200 millions de pertes qui sont enregistrées. C'est ridicule comparé, comme vous le voyez, à ce qui s'était passé lors du crash de avril, où là il y avait beaucoup plus de pertes enregistrées. Donc ça n'a pas suffi à faire peur au marché. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre, surveiller, c'est forcément l'offre vs la demande. Parce qu'en face, on a des acheteurs qui sont assez structurés et qui sont là. Ici, même si évidemment on a nos fameux détenteurs à long terme qui, comme vous le voyez depuis 2022, ont cumulé des ventes globales de 417 milliards de dollars, ce qui est énorme. On a quand même déjà, ça c'est les ventes cumulées, ici c'est les ventes un peu plus sur une moyenne à 30 jours. Comme vous le voyez déjà, elles ont quand même largement ralenti par rapport aux deux derniers sommets qu'on avait eu en mars et fin d'année 2024, donc forcément on a un peu moins de pression vendeuse, mais derrière côté demande on a une absorption qui est quand même assez puissante. Là où je voulais en venir, c'est que on a des acheteurs structurés qui sont plutôt pas mal. Parce que déjà pourquoi? On le voit comment? Le prix tient au-dessus des 100 000 $ malgré tout déjà ce flou artistique au niveau macro, géopolitique et économique, mais pourtant la demande est quand même solide. Au niveau des ETF, ces 3 dernières semaines, comme vous le voyez, on a quand même eu plus de 3,95 milliards de flux entrants chez les ETF, ce qui est quand même assez énorme, j'ai envie de vous dire. On a eu un peu le même scénario ici, mais sur une dizaine de semaines, je pense, donc sur le dernier top que nous avions eu fin 2024. On en a eu pas mal, en mai, justement, avec ce nouvel ATH que l'on a fait. Mais on a aussi, j'ai plus le graphique, malheureusement, il est passé ici, on a ici également ces nouveaux arrivants, ça on en a déjà parlé, mais les Treasuries Company, donc ceux qui accumulent à long terme, qui mettent du Bitcoin dans leur trésorerie, on en parlera un tout petit peu après, mais globalement aussi, on le voit, on a eu un petit regain, par exemple, du volume en spot, donc ici c'est plutôt le trait en orange, comme vous le voyez il fait que diminuer depuis le top de 2024, mais globalement on a quand même un peu de volume en spot qui reste assez solide, plus de 6 milliards de moyenne sur 30 jours, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir aussi que, ça c'est une étude de Glassnode qui est assez pertinente, les volumes on-chain ne capturent pas toute l'activité des plus grands achats en fait institutionnels ou OTC, donc over the counter, ce qui explique en fait aussi la faiblesse apparente que l'on voit sur par exemple les volumes en spot on-chain. Ça c'est plutôt intéressant puisque comme on le voit sur ce graphique là, donc qui vient d'un rapport de Glassnode, c'est pas moi qui l'ai inventé, on voit très bien que les volumes off-chain, donc ici qui sont vraiment en rouge foncé, sont quand même d'autant plus importants,
petit à petit. Il commence à être vraiment beaucoup plus présent. On a évidemment le volume en spot trading qui est toujours aussi élevé, mais on a du volume off-chain qui reste quand même assez important, assez élevé. Petit à petit, vous le voyez, il n'arrête pas d'augmenter, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, vous le voyez, c'est quand même, j'ai envie de vous dire, c'est sur un rapport mensuel qu'ils font, donc on n'a pas les datas à jour, c'est pas un graphique qu'ils ont mis à disposition sur leur plateforme, mais sachez que c'est une nuance qu'il faut prendre en compte puisque les institutions et les entreprises qui achètent fort, pas les particuliers comme vous et moi, eh bien eux passent par des systèmes qui sont off-chain qui du coup biaisent un peu nos données au niveau du volume en spot. Bon, ça c'est un fait, on va pas pouvoir se l'enlever, il faudra jouer avec pour aussi comprendre où est-ce qu'est la dynamique. Mais en tout cas, comme on le voit au niveau du retail, tous ceux qui achètent au niveau on-chain, eh bien la dynamique s'essouffle un peu. C'est un des points aussi qu'il ne faut pas forcément faire l'autruche dessus. Maintenant, qui sont ces Treasury Companies? Eh bien, ce sont les nouveaux joueurs, les nouveaux acteurs qui sont ici, je pense, en tout cas c'est mon avis, pour le long terme. Il y en a qui achètent pour spéculer, pour certaines, et d'autres qui achètent aussi pour exister. Leur message est quand même assez simple, ne pas avoir de Bitcoin ici devient plus risqué qu'en avoir, et je pense, à mon avis, que leur ambition va quand même un peu au-delà du profit en lui-même, parce que comparé à la bourse traditionnelle, où par exemple, vous savez, on a le Nasdaq 100 qui existe, donc les 100 meilleures entreprises du Nasdaq. Ici, il y a un objectif encore plus symbolique derrière, c'est intégrer ce qu'on appelle le Bitcoin 100, donc les 100 entreprises qui détiennent le plus de Bitcoin au monde. Et on le voit par exemple sur ce tweet de Dylan Leclerc, qui est en fait, si vous voulez, à la tête de la stratégie de Metaplanet, qui est une des entreprises qui détient beaucoup de Bitcoin. Il s'est quand même permis de jouer un peu avec Elon Musk, puisque en fait, comme vous le voyez sur ce graphe, Metaplanet était en 8e position des entreprises qui détiennent le plus de BTC au monde. Juste devant, il y avait Tesla, donc d'Elon Musk, et ils viennent juste de faire un nouvel achat, tout ça pour leur passer devant. Ça devient une course un peu contre la montre, à savoir celui qui va en détenir le plus. Donc cette fois, ce n'est pas un FOMO des retail, mais bien un FOMO des entreprises qui, elles, cherchent vraiment à s'en procurer. C'est devenu un peu une sorte de badge d'identité économique. On n'achète plus de Bitcoin pour faire de la croissance spécifiquement, mais on achète un peu pour être dans le club de ceux qui en ont. Et ce club, il attire de plus en plus d'acteurs qui, sachez-le, lèvent des fonds uniquement pour acheter du Bitcoin. Donc, par exemple, justement, Metaplanet au Japon, une entreprise qui de base ne fait pas du tout n'est pas du tout dans la crypto-monnaie, s'est repositionnée comme Bitcoin friendly, Bitcoin first, et qui grimpe justement, enfin son cours en bourse grimpe parce qu'elle empile du BTC, et pas parce qu'elle vend forcément un produit révolutionnaire. Donc c'est plus un emballement émotionnel qui est en jeu, mais c'est vraiment une pression stratégique et économique, une course qui est globalement sur la rareté. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la BTC dominance, donc la dominance de Bitcoin, n'en finit plus de grimper. Et ça, je le sais, c'est au plus grand dam de vous et moi, évidemment, hein, parce que je ne suis pas forcément BTC maximaliste, même si j'ai un plus gros pourcentage de BTC que d'altcoin. Mais pour l'instant, même si on a déjà vu des projets comme Tao, Hype ou du Sol qui commencent à attirer du monde, bien forcément, les institutions en majorité, elles veulent du sérieux, elles veulent pas du token loterie, entre guillemets. Elles vont pas prendre, en fait, elles ne vont pas passer en l'espace de quelques mois de 0 BTC à tout d'un coup tout OK crypto. C'est quelque chose qui va prendre du temps, à mon avis. Et là, aujourd'hui, elles veulent plutôt du Bitcoin. Résultat, on a une concentration du capital qui est sur un seul actif, qui est Bitcoin. Et bien sûr, peut-être, j'ai envie de vous dire, je l'espère, entre guillemets, peut-être que les altcoins bénéficieront de ça petit à petit, mais c'est aussi pour ça qu'on a une BTC dominance qui, pour l'instant, est vraiment plus à l'avantage de Bitcoin à l'inverse des autres altcoins. Bon, et maintenant du côté du marché, puisque pour l'instant je vous ai quand même embêté avec la macro, avec l'économique, la politique, les entreprises qui mettent du Bitcoin dans le trésorerie, mais c'est vrai que c'est pas mon domaine d'expertise, c'est peut-être pas pourquoi vous regardez mes vidéos, mais globalement j'ai envie de vous dire, quand on regarde les signaux, on voit quand même, on va pas se mentir, qu'il y a une dynamique qui ralentit. Ici, on va se baser sur le MVRV, ratio momentum, donc en fait qui pour rappel, si vous voulez, compare le prix du marché au prix moyen d'achat de tous les bitcoins en circulation. Et quand il ralentit, ça signifie deux choses, soit une sorte de fin de prise de profit, puisque forcément, il va mesurer en fait cet écart entre ce prix d'achat et le prix du marché. Plus il est élevé, plus on a de gains latents sur le marché, forcément, plus on fait de gains. Et donc, s'il diminue, soit il y a une fin de prise de profit, donc forcément le MVRV va baisser, ou alors il y a un essoufflement du momentum. Et moi, ce que j'aime beaucoup voir, par contre, c'est en fait juste pour en revenir à ça, pour mesurer un momentum, une dynamique qui est haussière ou baissière, on se base sur la moyenne annuelle du MVRV. Donc vous le voyez, entre octobre 2023 et mars, forcément, on était sur une très bonne moyenne, une dynamique très haussière. On a eu la même en novembre, décembre, janvier, et on a ça rebelote depuis début mai.
Quand on passe en dessous, on est plutôt sur une dynamique baissière et comme vous le voyez, généralement on a plusieurs semaines de baisse, comme encore une fois c'est arrivé ici de février à début mai ou encore de globalement juillet à peu près fin octobre. Et là, typiquement, ce rebond que l'on a eu ici, lors du crash sous les 98 000 dollars, est extrêmement important. C'est extrêmement important pour plusieurs choses parce que forcément, on n'a pas envie d'avoir un essoufflement de la tendance haussière, puisqu'on a eu un top, mais c'est un petit top. On a fait, je crois que le top ici était aux 110 000, si je ne m'abuse. Et donc globalement, ce serait un peu dommage qu'on ait fait seulement de 2000 dollars de plus sur un nouveau top. Donc on a envie que cette dynamique reparte à la hausse et qu'on ne soit pas forcément dans une dynamique qui va passer beaucoup plus baissière pendant de nombreuses semaines. C'est pas ce que l'on veut voir. Donc un rebond sur cette moyenne annuelle est un extrêmement bon signe pour voir ce que la suite peut nous apporter, même si, comme vous le voyez, je parle souvent de divergences baissières par rapport au MVRV pour savoir où on en est. Comme vous voyez, entre mars et juillet, on a un MVRV qui est de moins en moins haut, qui fait des hauts de moins en moins haut et de plus en plus bas. Idem lors du dernier top de fin d'année. Là, on est un peu sur le même schéma, donc c'est vraiment à surveiller pour l'instant. Donc c'est vraiment pas anodin du tout de voir ce rebond, même si encore une fois c'est à surveiller, mais d'autres indicateurs comme celui de Block Unity qui nous parle d'état de marché, donc pour essayer de repérer un sommet de top local, mais du coup aussi un bottom, une sorte de niveau plancher sur lesquels on pourrait se baser pour espérer revoir une dynamique un peu plus haussière. Pour l'instant, on voit que globalement, on a des signaux qui nous disent que probablement, alors évidemment on prend ça avec des pincettes, on aurait trouvé un plancher, même si encore une fois je reste à l'affût qu'on peut quand même aller plus bas. Encore une fois, ça fait partie des scénarios dont il faut être prêt. Comme vous le voyez, pour l'instant, on est tombé jusqu'à un risque faible d'être sur un scénario haussier, clairement. Mais si on se base sur ce qui s'est passé précédemment, on voit très bien que ce niveau-là qu'on a atteint, à peu près au 18%, nous a déjà servi de plancher. Par exemple, en octobre 2024, avant la reprise haussière. Par exemple, ici aussi, globalement, en mai 2024, avant une nouvelle reprise haussière, même si elle fut courte, etc. etc. Ici aussi, en janvier 2024, on était tombé qu'à 23% avant, cette fois, notre nouvelle ATH. Donc c'est assez probable, sachant que lui, il prend un peu de score on-chain, technique et social pour essayer de mesurer si justement on est dans une euphorie ou dans une sous-évaluation du marché. Et pour l'instant, on serait beaucoup plus sur une sous-évaluation. Donc très intéressant à prendre en compte. Bon, maintenant, vous le voyez, je suis passé à gauche, mais c'est parce qu'en fait, le graphique n'est pas aussi malléable que ceux que j'utilise sur CryptoQuant. Donc forcément, on est obligé d'aller décaler ma petite tête sur le côté gauche pour utiliser Glassnode. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que, ok, on a un bon rebond du MVRV, donc de la dynamique, qui va peut-être devenir plus haussière. On a potentiellement un plancher qui a été trouvé via ce qu'on a vu sur le graphique de Block Unity. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que les prises de profit, comme on le voit sur ce graphique de Glassnode, ces profits réalisés ici en vert, comme je vous l'ai dit, déjà, la troisième vague qui nous attend, elle n'est pas encore non plus si terrible. Donc, cette petite correction qu'on a eue lundi sous les 100 000 dollars, peut-être suffire à ce que le marché puisse repartir de l'avant et du bon pied. Et donc on ait un été qui soit plutôt pas mal. Dans le sens où, plus il y a de profits qui sont pris, comme on l'a vu par 2 fois sur ce cycle, plus on a besoin d'une correction d'autant plus intense pour purger le marché et qui recharge ses batteries. Vu qu'ici, on a une petite prise de profit, potentiellement, si on assemble les pièces du puzzle, on peut se dire qu'on a besoin d'une petite correction pour purger les petits excès qui ont été faits. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir aussi que, typiquement, sur tout ce qui est cette fois dérivé, parce qu'il faut aussi en parler, ça fait partie du marché, même si ce n'est pas le sujet que je maîtrise le plus non plus. Mais globalement, au niveau des personnes qui font des shorts ou des longues en trading, on voit très bien que le marché, pour l'instant, il cherche aussi à quand même faire ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que déjà de base, on a des taux de financement qui sont négatifs, c'est-à-dire que ce sont ceux qui shortent qui payent des intérêts à ceux qui longuent, alors que pourtant on a quelques pourcentages de notre ATH. Et le marché, globalement, comme on le voit sur ce graphique, il cherche à faire ce qu'il a toujours fait, comme en 2023, comme en 2024, avant un nouveau mouvement, en tout cas d'ampleur, soit à la hausse ou à la baisse. Il cherche à épuiser les traders. C'est-à-dire que là, par exemple, à chaque fois que, justement, il y a un petit doute dans le marché et qu'il y a plus de personnes qui veulent shorter le marché, parier à la baisse qu'à la hausse, qu'est-ce qu'il fait ? On fait un petit momentum haussier, on passe de 105 à 110 000 dollars, et du coup, il y a énormément de liquidation de short sur le marché. Hop, beaucoup de millions, voire des milliards. Ici, typiquement, on s'est dit, c'est parfait, cette fois, on a beaucoup de traders qui parient à la hausse, hop, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette fois, on liquide les traders qui jouent à la hausse et le marché retombe sur les 104, 105 000 dollars. C'est pour ça qu'on fait le yo-yo depuis plusieurs semaines, parce qu'il y a peut-être encore trop d'excès au niveau des leviers sur le marché, et le marché donc cherche
à purger un peu cet excès avant de se dire, bon bah potentiellement si j'ai vraiment envie de repartir à la hausse à un moment, comme j'en ai parlé dans la métaphore de la semaine dernière, le but c'est de pouvoir sauter léger. Et pour sauter léger, eh bien, il faut purger à la fois les mains faibles, comme on a vu avec ce petit crash aux 98 000 $, qui ont capitulé sur le marché et qui rachèteront potentiellement à des niveaux de prix plus élevés lorsqu'il faudra FOMO. Et aussi, il faut purger les traders, et c'est potentiellement ce que nous fait le marché. Bon, maintenant les perspectives, on va pouvoir quand même finir un peu là-dessus. Aujourd'hui, Bitcoin est autour des 107, 108, 106, enfin 106, 107, 108 000 $. C'est une zone de résistance claire que l'on connaît depuis plusieurs semaines, comme vous le voyez, cette première déviation standard. Vous savez, j'utilise beaucoup ce graphique de nos détenteurs à court terme. On veut se baser en fonction de leur comportement sur les moments, les endroits où ils vont se retrouver beaucoup trop en perte ou beaucoup trop en profit pour estimer des potentiels bottom, des potentiels top sur du court terme. Ça, je ne vais pas forcément me répéter, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on avait vu juste avec le support des 98 000 $, et c'est pour ça que j'espère vraiment que la vidéo vous a aidé la semaine dernière, à pouvoir recharger sur ces niveaux, c'est ce que j'ai fait, typiquement. Mes ordres étaient placés, comme je vous l'avais dit, donc forcément aujourd'hui je me retrouve en positif, sur un DCA qui est plutôt optimisé, et globalement, comme on le voit ici, la déviation standard, la première ici courbe en pointillé orange, nous montre qu'à chaque fois, en fait, si vous voulez, que déjà en plus cela s'était passé fin octobre, et plutôt, non, ici on l'avait dépassé quand même depuis un bon bout de temps, mais globalement, ça nous sert de résistance pour l'instant, on n'arrive pas à les passer. Regardez, elle est aux 108 650 $, voilà, c'est pas anodin qu'on s'arrête sur ces niveaux-là. On tient par contre, ce qui est plutôt bien, les 104, 105 000 $, parce que c'est là où c'est une grosse zone d'accumulation aussi. Donc voilà, on se retrouve dans une zone de non-volatilité. Il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment. Il faut breaker les 108 000 pour aller espérer de voir un nouvel ATH et attendre les 116, voire les 124 000 $ ici. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on est plutôt bien puisque on est sur une zone qui pour l'instant est assez propre. Ce qui serait pas mal, ce serait même d'aller rechercher les 104, 105 000 $, puisque ça nous confirmerait déjà qu'on fasse un bas plus haut, voilà, pour ceux qui sont les puristes en analyse technique, et qu'on a surtout quitté les 98 000 $ comme dernier plancher, parce que le but, c'est pas de ce coup de revient des détenteurs à court terme, à 98 000 $, c'est pas de le tester 8 fois non plus, hein, parce que plus on le teste, plus on va épuiser notre support, et c'est vraiment pas le cas ici. L'avoir touché et tenu, c'est extrêmement bien. Maintenant, on va espérer de voir qu'ils tiennent plus, voilà, sur un level un peu plus haut. Encore une fois, les 104, 105 000 $, ce serait très bien qu'on puisse aller les retoucher pour nous montrer qu'on a vraiment envie d'aller plus haut. Et pour finir, du coup, cette vidéo, ça va être un été à observer très attentivement. J'ai envie de vous dire, c'est pas forcément le moment de non plus lâcher tous les graphiques et se dire, on verra ce que fait le marché. Voilà. Historiquement parlant, oui, l'été n'est pas la plus active sur Bitcoin, mais dans les années qui sont vraiment différentes des années post-halving, post-élection US, comme par hasard dans celle où l'on est. Donc, comme on l'a vu, on a vraiment plusieurs éléments qui méritent vraiment que l'on reste attentif. La macro reste vraiment incertaine, mais elle n'est pas non plus dégradée comme ça a pu l'être tout du long du mois de juin. La cyclicité, elle, nous place vraiment dans une sorte de court fenêtre historique. Et je pense que c'est bien de recharger les batteries cet été, mais ce n'est pas non plus le moment de rester forcément le plus attentiste, puisque évidemment, on a quand même les données on-chain qui nous montrent qu'on a un ralentissement, un essoufflement du momentum haussier, mais on a quand même des investisseurs assez nouveaux qui se ruent sur BTC de plus en plus. Donc forcément, on est dans un entre-deux, mais on veut surveiller ça, d'accord? On n'a pas de signaux d'excès d'euphorie ou de capitulation, de peur, on est vraiment dans l'entre-deux. Alors évidemment, est-ce que ça garantit un été haussier? Non, mais on surveille nos scénarios, comme d'habitude. Je ne suis pas là pour vous vendre de l'opium, je suis là pour vous faire prendre conscience que oui, on a des éléments à la hausse ou à la baisse, un peu plus à la hausse si vous voulez mon avis, mais c'est mon biais à moi. Je ne vous dis pas d'investir évidemment, je le répète, je ne vous dis pas d'investir évidemment, mais en tout cas, tout ce que l'on a vu ensemble sur une vidéo un peu plus longue, c'est aussi l'objectif parfois, surtout dans un été où beaucoup peuvent se poser de questions, on se retrouve face à un certain équilibre qui est en place et qui pourrait basculer à tout moment dans un sens ou dans l'autre. Et comme vous le savez, le but, l'enjeu n'est pas de deviner, mais de se préparer à tous les scénarios. Et si jamais on devait se retrouver sur un scénario haussier, il y a une vidéo que je vous ai sortie il y a de ça quelques semaines, si je reviens dessus, juste pour vous la montrer, c'était parce qu'elle va être plutôt intéressante, elle peut vous servir, il y a de ça un mois. Il y a 5 indicateurs que j'utilise principalement pour ne pas manquer le prochain top. Ça va vraiment être l'objectif ici, d'accord, de couper le bruit de ceux qui vous disent qu'on peut aller aux 200, 300, 500K, etc. Couper le bruit de ceux qui vous disent que oui, ça y est, on a topé ou pas. Faites-vous votre propre opinion. Moi, évidemment, j'essaierai de vous dire avec mes mots et le plus honnêtement possible si on y arrive ou pas, mais basez-vous sur des indicateurs simples pour vous faire votre propre avis à vous et surtout de bien dormir le soir. C'est quand même
Le but, je viens de me rendre compte que la caméra a un petit peu bugué sur la fin, mais écoutez, je ne vais pas vous la refaire, vous avez compris le principe. Le but, c'est pas de voir ma tête mettre mais les graphiques. Donc j'espère que cette vidéo un peu plus long format vous aura plu quand même. L'objectif, c'est vraiment de faire le point sur ce qui peut nous attendre sur ce mois de juillet-août, sur ces mois de juillet-août. Donc voilà, restez à l'affût de ce qui peut se passer, mais faites-vous confiance aussi. Dans tous les cas, basez-vous sur des indicateurs qui sont pertinents, immuables, qui ne peuvent pas être trafiqués, qui ne sont pas des indicateurs tout en un non plus. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous baser sur le comportement du marché. Sachez qu'encore une fois, que derrière chaque mouvement, il y a des personnes qui agissent, qui surréagissent, qui des fois temporisent, qui des fois sont dans l'excès. Et le but, c'est vraiment de voir ça. N'oubliez pas de vous abonner sur cette vidéo si jamais elle vous a plu. C'est à chaque fois un grand plus pour moi pour partager mon travail à d'autres qui le découvrent. Globalement, vous le savez aussi, dans la description, il y a tous les liens pour accéder à Block-Unity, donc avec qui je travaille, qui est une très très bonne plateforme. Et en plus, pour une fois, un projet français, on va pas cracher dessus. Et bien sûr, tout ce qui est aussi l'Académie d'Alam Trading, où je passe le plus clair de mon temps pour parler du marché avec les membres là-bas. Le but, c'est pas de vous vendre non plus, comment on appelle ça, des signaux d'achat ou d'investissement, c'est en fait pour vous apprendre à comment faire. Tout ce que l'on voit ici, que ce soit avec moi ou Alex, qui est mon collègue trader professionnel, qui lui, en tout cas, vit du trading, donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, et encore merci à tous, et passez un très très bon dimanche. À bientôt.